Comment comprendre que dans une société dans laquelle les individus sont davantage libres de leurs choix, la cohésion sociale ne soit pas menacée? C'est sur cette interrogation fondamentale que repose l'ouvrage publié par Durkheim en 1893, De la division du travail social. Durkheim propose une méthode scientifique pour répondre à cette problématique. En effet, la difficulté tient à l'invisibilité de l'objet d'étude. Le lien social est inscrit dans les consciences, mais il est invisible, et l'on ne peut l'observer qu'au travers de manifestations concrètes, insuffisantes à en donner la nature profonde. Le scientifique doit donc en choisir une traduction objective pour rationaliser son analyse. Durkheim choisit le droit, en faisant l'hypothèse que les normes juridiques sont le reflet des normes sociales. Les règles de droit constituent un symbole des liens sociaux structurant la société. Dans les sociétés les plus traditionnelles, on observe une prééminence du droit répressif, dont l'objet est de sanctionner celui qui ne respecte pas les normes et valeurs du groupe. Durkheim évoque l'exemple de la loi salique des Francs, qui se caractérise essentiellement par une liste détaillée de sanctions graduelles associées à différents crimes et délits. La cruauté de certaines sanctions dans les sociétés traditionnelles exprime le caractère passionnel du droit répressif. S'il en est ainsi, c'est qu'il s'agit de la vengeance de la société à l'égard d'une atteinte portée à ce que Durkheim appelle la conscience collective ou commune. Il écrit: Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. L'exclusivité du droit répressif est la marque des sociétés dites primitives ou segmentaires, dont la structure de base est celle du clan. La société n'est que la juxtaposition de petites organisations politico-familiales. L'importance du droit répressif y reflète une conscience collective forte. La conscience individuelle est même absorbée dans la conscience collective, souvent symbolisée par un totem. Les individus sont associés les uns aux autres par cette culture commune, et le lien social repose sur leur similitude. Les activités sociales sont peu divisées et centrées sur la chasse ou la cueillette. La solidarité est dite mécanique. C'est un autre type de droit qui domine dans les sociétés modernes, le droit restitutif, comme le droit du travail ou le droit commercial. Sa fonction est de permettre la remise en état des relations sociales après un dysfonctionnement. Il ne s'agit plus de sanctionner, mais de réguler les relations sociales entre des parties différenciées dans une société complexe. La progression de cette forme de droit témoigne d'un accroissement de la division du travail social. Ce phénomène, qui donne son titre à l'ouvrage de Durkheim, est le fondement du lien social moderne. Il se caractérise par une complémentarité des fonctions sociales. Mais loin d'être purement technique, cette association des différentes composantes de la société est à l'origine d'une solidarité. Il écrit: Les services économiques qu'elle peut rendre sont bien peu de choses à côté de l'effet moral qu'elle produit. Voilà donc comment une société qui accorde une place toujours plus importante au développement des consciences individuelles parvient à relier les individus entre eux. Durkheim nomme ce lien solidarité organique. La complémentarité des fonctions sociales permet la formation d'un corps cohérent. C'est la toujours plus forte densité morale des sociétés, c'est-à-dire l'augmentation des interactions et de leur intensité entre les segments de la société, qui a rendu la solidarité organique dominante. Ce changement social pluriséculaire, porté par un accroissement du volume des sociétés et de leur densité matérielle liée à l'urbanisation et au progrès des moyens de communication, a fait de la division du travail un impératif pour maintenir la cohésion sociale. On notera toutefois que Durkheim reconnaît l'existence d'une solidarité mécanique coexistant avec la solidarité organique, puisqu'il fait état d'un culte de l'individu, révélateur d'une morale moderne. En temps normal, la division du travail suffit donc à assurer la cohésion. Néanmoins, dans certaines situations, elle peut devenir pathologique. La première forme pathologique est l'anomie, situation dans laquelle les individus ne perçoivent plus les normes susceptibles d'orienter leur comportement. Faute de contact suffisant entre les organes sociaux, ils sont désorientés. Cette division anomique se développe particulièrement dans les contextes de crise économique ou de conflits sociaux. De manière plus surprenante, on observe des comportements anomiques durant les périodes d'expansion. Le bouleversement du champ des possibles peut conduire les individus à souffrir d'un mal de l'infini, caractérisé par une incapacité à canaliser leurs désirs. L'anomie peut également se faire sentir dans le cadre d'une division du travail trop poussée. On perçoit chez Durkheim une critique du taylorisme qui se développe à son époque. L'ouvrier, inscrit dans une division technique du travail excessive, peut perdre de vue sa place dans la division du travail social.
Durkheim parle aussi d'une division contrainte, autre forme pathologique, qui renvoie à des situations dans lesquelles les individus occupent une place qu'ils jugent illégitime. La solidarité organique ne peut être effective que si elle est associée à l'égalité des chances. La grille d'analyse durkheimienne reste aujourd'hui un instrument conceptuel fructueux pour comprendre le lien social.